Bienvenue sur le podcast Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Je suis Nathalie, diabétique de type 1 depuis février 2010. Je suis également patient expert et RU, représentante des usagers. Après 10 ans de service dévoué dans une association en lien avec le diabète, j'ai décidé de partir vers de nouvelles aventures. En créant ce podcast, je veux continuer à accompagner les patients diabétiques et à partager mon expérience. En outre, en utilisant mon expertise, je veux t'aider à comprendre que plus tu apprends sur le diabète, mieux tu arrives à le gérer efficacement et à améliorer ta qualité de vie avec cette maladie chronique. Je m'adresse à toi qui viens de déclarer un diabète, à toi qui es diabétique de type 1 ou de type 2, ou à toi qui es en prédiabète, mais aussi à toi qui soutient et aide, que tu sois parent ou conjoint, etc. Je m'adresse également à toute personne désireuse de savoir ce qu'est le diabète vu par une patiente diabétique. Je te laisse maintenant avec l'épisode du jour. Je suis heureuse d'accueillir le docteur Julia Casalta-Simeone, endocrinologue diabétologue, avec qui nous allons aborder le diabète gestationnel pendant la grossesse. Bonjour Julia. Bonjour Nathalie. Alors Julia, peux-tu te présenter ? Oui, bien sûr. Alors je suis endocrinologue, diabétologue, installée en libéral à Île-de-Rance depuis 17 ans et je travaille aussi à la maternité de l'hôpital de Bastia depuis bientôt 8 ans pour la prise en charge des diabètes gestationnels avec une équipe pluridisciplinaire et une consoeur qui s'occupe aussi des diabètes gestationnels avec moi. Julia, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le diabète gestationnel ? Oui, bien sûr Nathalie. Alors, le diabète gestationnel, donc c'est un trouble de la régulation du glucose, donc une anomalie du taux de sucre dans le sang, un trouble de la tolérance du glucose qui conduit à une hyperglycémie, c'est-à-dire une élévation du taux de sucre dans le sang, de sévérité variable, c'est-à-dire plus ou moins importante, qui débute ou qui est diagnostiquée pour la première fois pendant la grossesse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette hyperglycémie peut éventuellement être antérieure à la grossesse, mais méconnue jusqu'alors, ou être révélée pendant la grossesse parce qu'elle débute à ce moment-là. Dans tous les cas, on parlera de diabète gestationnel. Et on parle aussi de diabète gestationnel, quel que soit le traitement nécessaire et quelle que soit l'évolution de cette anomalie du taux de sucre dans le sang après l'accouchement. Voilà, je ne sais pas si c'est clair parce que c'est une définition qui finalement est un peu large. En fait, c'est toute anomalie de la tolérance glucidique découverte au cours de la grossesse. Alors finalement, cette définition du diabète gestationnel, qui est la définition de l'OMS, elle englobe des entités différentes. Donc le diabète gestationnel qui est réellement apparu au cours de la grossesse, celui qui débute à ce moment-là, généralement en deuxième partie de grossesse et qui, la plupart du temps, disparaît au moins temporairement après l'accouchement. Et puis la deuxième entité, c'est en fait des diabètes patents qui préexistaient à la grossesse, le plus souvent des diabètes de type 2, que l'on découvre à l'occasion de la grossesse, que l'on ne connaissait pas avant, qui n'avaient pas été identifiés et qui souvent, bien sûr, comme ils étaient antérieurs à la grossesse, persistent après l'accouchement. Donc il y a deux entités différentes dans le diabète gestationnel qui recouvrent donc le diabète qui débute à ce moment-là et celui qui avait débuté avant mais qu'on ne connaissait pas et qu'on découvre à ce moment-là. Peux-tu nous dire très rapidement ce qu'est le diabète de type 1 et de type 2, la différence par rapport au diabète gestationnel ? Alors, on a parlé donc du diabète gestationnel, donc cette anomalie de la tolérance glucidique qu'on découvre pendant la grossesse, qui est soit révélée au moment de la grossesse, soit antérieure à la grossesse, mais méconnue jusqu'alors. Lorsque on va parler de diabète de type 1 et de type 2, soit les pathologies sont connues avant la grossesse, donc le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune, qui se révèle le plus souvent dans un âge relativement jeune, dans l'enfance, à l'adolescence ou chez des adultes jeunes et plus rarement aussi chez des adultes à des âges plus avancés. C'est une maladie dans laquelle
les cellules bêta du pancréas qui produisent l'insuline sont détruites par un processus auto-immun. C'est une maladie qui, en général, nécessite de l'insuline et quasiment uniquement de l'insuline dès le début de la maladie. Et l'insuline est absolument vitale pour les patients qui souffrent de cette maladie. Lorsqu'on parle de diabète de type 2, qui est quand même la maladie prédominante, celle qui concerne le plus grand nombre de personnes diabétiques, c'est une maladie qui survient en général un peu plus tard, à l'âge adulte, qui est souvent associée à un terrain génétique, à des prédispositions, à des facteurs de risque tels que l'obésité, la sédentarité, et qui peut le plus souvent être traité par des comprimés ou des injections de peptides qu'on appelle les analogues du GLP-1 qui ne sont pas de l'insuline et parfois aussi bien sûr de l'insuline. Donc les maladies évoluent différemment, les prises en charge sont différentes. Voilà. Alors pour les diabètes gestationnels, pour en revenir à ça, parfois, donc dans le diabète gestationnel, on a des patientes chez lesquelles on découvre une hyperglycémie pendant la grossesse, mais en fait on ne le savait pas, mais cette anomalie de la glycémie était antérieure à la grossesse. La plupart du temps, ce sont des diabètes de type 2, mais parfois, très rarement, on découvre aussi des diabètes de type 1 à cette occasion, qui peuvent évoluer sur des formes un peu plus lentes, un peu moins brutales que le diabète de type 1 classique. Connaît-on le pourcentage des femmes enceintes atteintes de diabète gestationnel lors de la grossesse ? Alors, on a des idées. Alors, le pourcentage précis varie bien sûr selon les études. Dans les années 2016-2018, on parlait d'environ 10% des grossesses, probablement sous-estimées, parce qu'on n'a pas forcément des données très précises. Et puis, toutes les femmes enceintes ne bénéficient pas forcément d'une recherche de diabète gestationnel, même si certaines ont les critères qui font qu'elles devraient en bénéficier. Il y a une étude française en 2021 qui retrouvera un chiffre d'environ 16,4% des femmes enceintes, qui est relativement important. Et là aussi, comme pour les autres types de diabète, il y a probablement une augmentation du nombre de diabètes gestationnels. Cette étude française, à mon avis, se rapproche un peu plus des 7,4% de la réalité par rapport aux 10% qu'on considérait avant. Mais il est indéniable qu'il y a aussi une augmentation du nombre de diabète en général et de diabète gestationnel. Quels sont les facteurs de risque associés au diabète gestationnel ? Alors, il y a plusieurs facteurs de risque. Un des facteurs de risque principaux, c'est l'âge de la grossesse. Un âge de plus de 30 mois. Une grossesse débutée après 35 ans augmente de manière significative le risque de développer un diabète gestationnel. Donc ça, c'est de plus en plus fréquent aussi, puisqu'il y a de plus en plus de patientes, de femmes qui ont des grossesses un peu tardives. Il y a comme autre facteur de risque l'indice de masse corporelle, supérieur à 25 kg par mètre au carré avant la grossesse. Donc un léger surpoids augmente le risque de développer un diabète gestationnel, l'obésité aussi, mais à partir de 25 kg par mètre carré, on est plus à risque de faire un diabète gestationnel. Il y a les antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie, c'est-à-dire de gros bébés, c'est-à-dire qu'une femme qui a déjà eu une grossesse avec un diabète gestationnel ou qui a eu une grossesse avec un enfant macrosome, donc dont le poids était à la naissance plus attendu que ce que l'on pensait par rapport aux courbes de la gestation, ou un bébé de plus de 4 kilos, souvent on peut se dire que il y a eu un diabète gestationnel. En tout cas, c'est un facteur de risque d'en avoir un. Il y a donc aussi les antécédents familiaux chez les parents au premier degré de diabète de type 2. Donc, si le papa, la maman, frère, sœur de la patiente ont un diabète de type 2, c'est un facteur de risque pour elle d'avoir un diabète gestationnel. Et puis, il y a le fait d'avoir un gros bébé. Si on retrouve un bébé, un fœtus dont les courbes de biométrie sont supérieures au 90e percentile, eh bien, c'est un facteur de risque de la même façon qu'un excès de liquide retrouvé fortuitement lors des échographies est aussi un facteur de risque de diabète gestationnel. Et tout cela doit conduire au dépistage. Donc, l'âge de plus de 35 ans, l'IMC supérieur à 25, des antécédents de diabète gestationnel ou de macrosomie, des antécédents familiaux de diabète de type 2, un bébé supérieur au 90e percentile ou un excès de liquide. Et puis après, il y a des facteurs qui sont un peu accessoires. C'est le syndrome des ovaires polykystiques. Il semblerait que ça augmente aussi le risque de faire un diabète gestationnel. Le fait d'avoir des grossesses rapprochées, moins d'un an entre les grossesses,
peut augmenter le risque de diabète gestationnel. La parité aussi, plus on a d'enfants, indépendamment de l'âge, plus le risque semble augmenter. Ces facteurs sont mineurs, ils sont moins forts que les 5 autres cités, mais on les considère aussi. Voilà. Ok, ça fait donc beaucoup. Tout ça peut nous amener à faire des recherches. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de femmes potentiellement concernées, effectivement, ouais. Et comment justement le diabète gestationnel est-il diagnostiqué chez une femme enceinte ? Alors, chez la femme enceinte, sur facteur de risque, en théorie, sur facteur de risque, on va faire soit une glycémie à jeun au premier trimestre de la grossesse. Alors ça, c'est pas recommandé de manière systématique, mais ça permet souvent d'éliminer en fait des troubles de la glycémie qui seraient antérieurs à la grossesse. Soit de manière plus systématique sur facteur de risque, la réalisation d'une HPO, une hyperglycémie provoquée par voie orale. Donc c'est-à-dire qu'on fait prendre du sucre 75 grammes de glucose à la patiente et on fait des tests de glycémie, donc avant la prise de glucose, 1 heure après, 2 heures après, et on a des seuils de diagnostic. Si l'une ou l'autre des valeurs sont pathologiques, on pose le diagnostic de diabète gestationnel. Cette HPO, on va la réaliser entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée. Voilà. Si la glycémie à jeun est normale au premier trimestre de la grossesse, et si la patiente a des facteurs de risque dont on a parlé précédemment, il faut faire une HPO avec 75 grammes de glucose. Les seuils de valeur pathologiques sont répertoriés en général dans les laboratoires et connus des sages-femmes et des médecins qui les prescrivent. Il faut que la glycémie avant la prise de glucose à jeun soit inférieure à 0,92, qu'elle soit inférieure à 1,80 à 1 heure et 1,53 à 2 heures. Voilà, donc ce sont des seuils qui sont des valeurs de glycémie qui, en dehors de la grossesse, ne seraient pas pathologiques. Ce sont vraiment des seuils qui ont été établis spécifiquement pour la grossesse. Quelles sont les recommandations qu'on peut faire pour les femmes enceintes diagnostiquées avec un diabète gestationnel ? Alors d'abord, la femme enceinte qui présente un diabète gestationnel, il faut savoir que le moment de l'annonce de ce diabète gestationnel, c'est un moment très important, comme dans toute pathologie d'ailleurs, mais la grossesse peut créer un état de vulnérabilité et il ne faut pas négliger pour les professionnels de santé qui vont annoncer ce diagnostic les répercussions potentielles sur le bien-être, sur le vécu de la grossesse, voire sur la santé mentale de la patiente. Donc il faut, il y a une façon d'annoncer les choses et surtout d'accompagner les patientes dans cette pathologie qui va médicaliser la grossesse et qui, on le sait, est souvent difficilement vécue. Donc ça, c'est un point sur lequel j'insiste et qui me semble très important pour mieux prendre en charge les patientes, pour limiter les conséquences négatives sur leur santé. Il est important de vraiment les entourer, les accompagner. Donc les recommandations de prise en charge, elles sont quand même globalement assez contraignantes et c'est pour ça là aussi que l'accompagnement est important, l'empathie, la bienveillance, parce qu'on va quand même demander aux femmes enceintes de mettre en place un certain nombre de mesures diététiques, de mettre en place aussi un suivi de leur glycémie capillaire qui peut être parfois difficilement vécu parce que contraignant. Donc, si tu veux qu'on rentre un peu plus dans les détails, en fait, notamment sur la surveillance glycémique, lorsqu'il y a un diabète gestationnel, on propose aux patientes, on leur recommande de faire des contrôles de glycémie jusqu'à 6 fois par jour, donc avant chaque repas et 2 heures après les repas. On fixe des objectifs et l'idée est d'arriver à cet objectif avec la mise en place d'une alimentation équilibrée, adaptée aux besoins de la grossesse, qui couvre les besoins nutritionnels liés à la grossesse. Donc tout ça, ça fait beaucoup de conseils, beaucoup de choses à faire et j'en reviens toujours à la nécessité de cet accompagnement empathique, bienveillant, qui permet une meilleure adhésion, une meilleure adhérence au suivi et aux contraintes liées à la prise en charge. Est-ce que vous leur posez des capteurs de glycémie en continu? Oui, alors c'est une bonne question. Malheureusement, à ce jour, les systèmes de mesure continue du glucose ne sont pas remboursés dans le cadre du diabète gestationnel.
Si c'est une patiente qui a un diabète de type 1 antérieur à la grossesse et qui est sous capteur, il n'y a pas de souci. Son remboursement existait avant, il existera encore. Si c'est une patiente chez laquelle on découvre un diabète gestationnel, malheureusement, le capteur n'est pas pris en charge. Parfois, on en parle aux patientes parce que, effectivement, le fait de faire des contrôles de glycémie capillaire, se piquer le bout du doigt, c'est contraignant, c'est douloureux, c'est pénible. Et donc, certaines patientes souhaiteront, si elles peuvent, dans la mesure de leur capacité financière, acheter un capteur et faire une surveillance avec le capteur, qui est effectivement moins douloureuse, moins pénible, mais n'est pas abordable pour toutes les patientes, puisqu'il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale. Donc, c'est une limite aujourd'hui à l'utilisation des capteurs pendant la grossesse. Alors, parfois, on discute avec les patientes, on leur explique que ça existe. On leur explique que ça peut aussi être utilisé ponctuellement. Par exemple, on peut poser un capteur quelques jours pour se soulager entre guillemets les doigts, se soulager un petit peu la tête, se faire un petit peu de réconfort, je dirais, dans ce parcours de surveillance. Mais toutes les patientes n'ont pas la possibilité de le faire, même pas d'acheter un capteur. Voilà. Ce qui est remboursé par la sécurité sociale actuellement, par l'assurance maladie, c'est le lecteur de glycémie capillaire. Est-ce qu'elles doivent être dans une cible particulière? Qu'est-ce que tu leur donnes comme objectif de glycémie? C'est ça, oui. Alors, les recommandations françaises de surveillance de la glycémie sont d'avoir une glycémie à jeun inférieure à 0,95 g par litre. Alors c'est vrai que parfois on fixe un seuil à 0,90 dont on discute avec la patiente en lui expliquant que si elle est entre 0,90 et 0,95, c'est pas grave, que les recours français c'est d'être en dessous de 0,95, mais il semblerait que dans certaines études en étant en dessous de 0,90 on préserve mieux du risque de macrosomie. Mais donc les recommandations en tout cas c'est d'être en dessous de 0,95 avant les repas et d'être en dessous de 1,20. Donc, quand je dis 0,95, ce sont des grammes par litre, et en dessous de 1,20 grammes par litre 2 heures après les repas. Donc ça, ce sont les recours. Après, il y a aussi une possibilité pour les patientes, lorsqu'elles sont, par exemple, fatiguées le soir, qu'elles ne peuvent pas attendre 2 heures après le dîner pour faire leur contrôle, ou si elles sont actives, ou si elles ont un rendez-vous 2 heures après leur petit déjeuner ou leur repas du midi, leur déjeuner, elles peuvent aussi faire le contrôle à 1 heure. Et là, la cible est d'être en dessous de 1,40 grammes par litre. Donc, nous, on recommande des contrôles avant chaque repas, donc avec une cible en dessous de 0,95 voire 0,90, et 2 heures après avec une cible en dessous de 1,20, mais avec la possibilité de temps en temps de faire des contrôles à 1 heure pour être en dessous de 1,40. On peut aussi être amené à conseiller aux patientes de contrôler la glycémie à 1 heure lorsque on a des glycémies avant les repas qui sont à l'objectif, 2 heures après qui sont à l'objectif, il y a un bébé qui grossit trop par exemple. Et là, on peut se dire que peut-être qu'on passe à côté d'un pic 1 heure après le repas qui serait au-dessus de 1,40 et qu'on ne voit pas à 2 heures. Donc ça, c'est vraiment soumis à l'appréciation du diabétologue qui suit la patiente. Voilà, donc en pratique, 6 contrôles de glycémie par jour, avant chaque repas, 2 heures après, et éventuellement 1 heure après à la place des 2 heures pour des raisons de facilité, de commodité, ou si c'est une prescription du médecin qui suit la patiente. C'est pour ça que c'est dommage qu'elle soit pas sous capteur de glycémie. Tout à fait. D'autant que, eu égard au nombre de contrôles, les patientes sont très observantes. En général, elles font vraiment leur contrôle de manière systématique, les 6 fois par jour, même si c'est difficile, même si c'est pénible. Le coût du capteur, finalement, ne serait pas plus élevé que le coût du matériel de surveillance de la glycémie capillaire. Tout à fait, surtout que c'est sur un temps donné, quoi. C'est pas. Et c'est sur un temps donné, oui. Et ça, c'est pas moi qui faut convaincre. Oui, je sais. Mais justement, quand on déclare un diabète gestationnel, donc tu as dit premier trimestre le premier test, donc du coup ça fait 6 mois. Alors après, voilà, tout va dépendre du moment de prise en charge. Il y a des patientes qui sont diagnostiquées très tôt sur une glycémie à jeun élevée au premier trimestre, d'autres très tardivement parce qu'elles n'ont pas fait le test entre 24 et 28 semaines et on les diagnostique tardivement. Bon, la durée de suivi est variable en fait. Et est-ce qu'elles peuvent faire de l'activité physique pour améliorer leur taux ?
Alors bien sûr, l'activité physique, elle est recommandée sous réserve de l'absence de contre-indication obstétricale, bien sûr. Si le gynécologue obstétricien a contre-indiqué l'activité, bon, il n'y a pas de discussion. En revanche, les femmes enceintes ont, même en dehors du diabète gestationnel, intérêt à maintenir une activité physique, et ça, c'est des données qui sont bien établies maintenant. L'activité physique est très favorable à la grossesse, au pronostic maternel et fœtal. Et pendant le diabète, évidemment, le diabète gestationnel, au cours du diabète gestationnel, l'activité physique est très, très favorable aussi. Elle améliore considérablement les glycémies. Et puis, elle apporte quand même aussi un bien-être à la patiente. L'activité physique, de toute façon, c'est toujours favorable à la santé, voilà, en dehors des contre-indications qui sont relativement rares et de toute façon connues et médicalement établies. L'activité physique, c'est favorable à tous, à la femme enceinte hors diabète gestationnel et bien sûr à la femme enceinte dans le cadre d'un diabète gestationnel. Et par rapport à l'alimentation, c'est juste un équilibrage de l'assiette, ou c'est vraiment un régime, bon, j'aime pas ce mot, qu'on propose aux femmes enceintes? Alors l'alimentation, c'est très très intéressant, c'est très important aussi. Il y a des recommandations de la Société francophone française du diabète paramédical qui ont été établies en 2021, qui sont très très importantes et très bien faites. On ne parle pas de régime, effectivement, on est dans le cadre d'une prise en charge diététique qui vise à rééquilibrer l'alimentation. L'alimentation de la femme enceinte ne doit pas être trop restrictive. Ça, c'est vraiment extrêmement important. Les objectifs de la prise en charge du diabète gestationnel, c'est de diminuer les risques, c'est d'équilibrer les glycémies. L'idée, c'est vraiment d'améliorer l'équilibre glycémique et le contrôle métabolique, de limiter aussi la prise de poids. Ça permettra de diminuer la résistance à l'insuline, mais surtout de ne pas oublier qu'il faut couvrir les besoins nutritionnels spécifiques de la grossesse, les besoins pour la maman et pour le fœtus. Donc pendant la grossesse, c'est une période au cours de laquelle l'organisme de la femme est très sollicité. Les besoins énergétiques vont évoluer pendant la grossesse, ils vont augmenter. Bien sûr, ils sont variables d'une femme à l'autre, ils dépendent de la dépense énergétique, du poids, de la taille de la patiente, de son activité physique, mais il est très important de ne pas restreindre de manière trop sévère les apports caloriques. Et il y a vraiment un accord professionnel qui déconseille de descendre en dessous de 1600 kilocalories par jour, même chez les patientes qui souffrent d'obésité sévère avant la grossesse. Donc ce point-là est souvent un peu négligé. Nous, avec l'équipe de la maternité, notamment la diététicienne avec laquelle nous travaillons, nous sommes parfois plus inquiètes de l'absence d'apport suffisant, que d'une alimentation mal suivie. En tout cas, tout autant. Voilà, peut-être pas plus souvent, mais tout autant. On va beaucoup s'inquiéter d'une patiente qui prend pas de poids, qui a trop restreint son alimentation, parce que, comme je te le disais au début, cette annonce du diabète gestationnel, c'est quand même parfois assez violent, c'est difficile, c'est parfois mal vécu, il y a parfois beaucoup de culpabilité. Donc les patientes peuvent se mettre en restriction alimentaire, se dire faut plus que je mange parce que ma glycémie va monter. Et ça peut être aussi très délétère pour le développement du bébé, pour l'évolution de la grossesse. Donc on parle vraiment d'améliorer l'équilibre alimentaire, effectivement, l'assiette alimentaire. Mais il faut s'assurer que les apports alimentaires soient couverts, les apports en glucides, en protéines, en lipides. Et donc, il y a toute une prise en charge diététique qui est moins culpabilisante qu'avant. On va travailler sur la quantité de glucides, puisque ce sont bien sûr les glucides, les sucres qui peuvent faire monter la glycémie dans le sang. Donc, il y a la charge en glucides, la quantité de glucides qu'on apporte. Il y a la répartition des glucides dans la journée au cours des 3 repas qui permet de bien couvrir les besoins nutritionnels. Et puis, il y a aussi la qualité des glucides. On va travailler sur les aliments à faible index glycémique, qui sont des aliments qui vont éviter un pic de glycémie dans le sang après le repas. Et on va travailler aussi sur l'apport de fibres, sur la qualité vraiment des aliments. Parfois, on peut proposer aux patientes de fractionner l'alimentation, mais on va s'assurer aussi que tous les autres
besoins nutritionnels en termes de besoins lipidiques, de besoins protéiques et vitaminiques, micronutriments sont bien couverts pendant toute la grossesse. Donc un suivi avec une diététicienne est aussi fortement recommandé. Est-ce qu'il y a un traitement du diabète gestationnel? Alors, le traitement du diabète gestationnel a plusieurs facettes. Donc, on en a déjà parlé, l'aspect nutritionnel avec un contrôle des apports en glucides qui sont quand même importants. Ils doivent représenter 40 à 50% de l'apport énergétique total, la qualité des glucides, l'index glycémique et des besoins nutritionnels qui adaptés à la grossesse, donc une couverture des besoins nutritionnels. Donc ça, ce sont des conseils personnalisés, adaptés à la patiente. Il y a l'activité physique sous réserve de l'absence de contre-indication. Lorsqu'on prend en charge une patiente qui a un diabète gestationnel, on commence par mettre en place ça. Donc les conseils nutritionnels, on recommande une activité physique modérée et on fait des contrôles de glycémie capillaire dont on a parlé avant et 2 heures après les repas ou 1 heure parfois avec les objectifs dont on a parlé tout à l'heure. Si ces objectifs sont atteints, le traitement, c'est celui-là et on continue comme ça. Si les objectifs ne sont pas atteints, on rediscute avec la patiente. Est-ce qu'il y a des problèmes sur la nutrition? On voit ce qui peut être modifié. Et lorsque les glycémies ne sont pas à l'objectif malgré cela, on va mettre en place un traitement par insuline. Alors, les comprimés à ce jour, certains, quand la metformine, peuvent avoir l'AMM dans le cadre de la grossesse, mais bon, dans des conditions très particulières et ce ne sont pas les traitements de référence. Sinon, on a recours à l'insuline qui est le seul traitement qui est sécure et qui est le traitement de référence pour le diabète gestationnel. Alors, ce qu'il faut dire de l'insuline, c'est qu'elle passe pas la barrière placentaire, ça rassure souvent les patientes de le savoir. L'insuline, elle traite la glycémie de la maman, ça permet de la corriger et ça permet d'éviter que le bébé reçoive une glycémie trop élevée. Donc, le traitement, ce sont des injections d'insuline. Aussi bien rapide que lente? Alors, ça va, oui. Tout est possible. On peut avoir recours à de l'insuline rapide ou à de l'insuline lente. Ça va dépendre, en fait, du profil glycémique. C'est-à-dire à quel moment de la journée, sur quel temps des contrôles, la glycémie est élevée. Est-ce que c'est avant les repas, donc le matin au réveil, avant le déjeuner, avant le dîner, ou est-ce que ce sont les glycémies d'après les repas, les glycémies postprandiales qui sont élevées? Si ce sont les glycémies avant les repas, en général, on a recours à de l'insuline lente. Si ce sont les glycémies après les repas, en général, on a recours à de l'insuline rapide, réalisée, à injecter avant le repas concerné. Quels sont les risques potentiels pour la mère et le bébé en cas de diabète gestationnel non contrôlé? Alors oui, bien sûr, c'est très important de préciser en cas de diabète gestationnel non contrôlé parce que un diabète gestationnel contrôlé, finalement, il y a un risque qui se rapproche du risque d'une grossesse normale, c'est-à-dire il n'y a pas de surrisque en tout cas. Mais effectivement, si le diabète gestationnel n'est pas contrôlé, et donc nous faisons tout pour ne pas être dans cette situation-là, ce qu'on explique aux patients, c'est que la prise en charge a pour objectif justement de contrôler la glycémie pour annuler le risque. Mais si le diabète gestationnel n'est pas contrôlé, il y a un certain nombre de risques, et pour la maman et pour le fœtus. Alors pour la mère, il y a un risque d'hypertension qui est plus important et de prééclampsie, de toxémie gravidique qui est associé au diabète gestationnel. Il y a un risque d'accouchement prématuré, de nécessité de déclencher l'accouchement. Il y a un risque augmenté aussi de césarienne, d'hémorragie de la délivrance, de dystocie, c'est-à-dire des difficultés à l'accouchement, de manœuvres obstétricales, qui rendent l'accouchement non physiologique. Donc ça, c'est pour la maman. Et puis pour le bébé, si le diabète gestationnel n'est pas contrôlé, j'insiste bien sur ce point, il y a un risque que le bébé soit trop gros, donc de macrosomie. Il y a un risque d'adiposité, c'est-à-dire d'avoir un excès de tissu adipeux, de graisse. Il y a un risque aussi de faire des hypoglycémies néonatales, donc à la naissance. Il y a un petit risque de détresse respiratoire et donc de dystocie aussi, de difficultés au moment de la délivrance. Pour la maman aussi, il y a un risque de diabète après l'accouchement qui est plus important, et pour le bébé aussi probablement. Donc on parle vraiment de diabète gestationnel non contrôlé. Et l'idée, c'est de se dire que le contrôle est vraiment possible avec une bonne adhésion et avec une équipe auprès de la patiente. Aujourd'hui, on a quand même les moyens de contrôler le diabète gestationnel et donc d'annuler le risque. À quelle fréquence les femmes enceintes atteintes de diabète gestationnel doivent-elles être suivies par un professionnel de santé?
Alors, si le diabète gestationnel est bien équilibré, il y a quand même un suivi avec l'équipe en charge du diabète gestationnel, le diabétologue, sage-femme, etc. Mais il n'y a pas forcément d'augmentation du rythme de surveillance obstétricale. Voilà, un diabète gestationnel bien équilibré ne nécessite pas forcément de faire plus d'échographies, plus d'examens obstétricaux qu'une autre grossesse. En revanche, si le diabète gestationnel est mal équilibré, il va y avoir probablement, dans le cadre des équipes, un protocole mis en place pour augmenter le suivi, la surveillance échographique, l'estimation du poids fœtal, notamment à 36 semaines d'aménorrhée pour déterminer le mode d'accouchement, est-ce que le déclenchement ou non, etc. Donc tout va dépendre aussi des résultats et de l'équilibre glycémique. Doivent-elles obligatoirement être suivies par un diabétologue? Alors, obligatoirement. Au moment du diagnostic, il y a une prise en charge qui impose de voir un médecin compétent pour la prise en charge du diabète gestationnel, un diabétologue ou un médecin généraliste compétent sur le sujet. Donc, il y a une prise en charge initiale au moins. Ensuite, le suivi va être fonction de l'équilibre glycémique. Donc après, les patientes bien équilibrées peuvent avoir un suivi plus espacé s'il y a un relais avec une équipe soignante, des sages-femmes qui veillent à ce que les glycémies soient dans les objectifs. Donc tout va dépendre en fait de l'équilibre glycémique et de l'organisation des équipes aussi. Est-ce que ce sont les médecins qui revoient les patientes, à quel rythme, à quelle fréquence? Et là, c'est déterminé par et l'équilibre glycémique et le reste des données du suivi de grossesse. Si c'est une patiente qui a risque, qui a une obésité, qui a une hypertension, qui a d'autres facteurs de risque dans le cadre de la grossesse, le suivi diabétologique sera peut-être plus rapproché qu'une patiente qui a un diabète gestationnel bien équilibré et donc pas forcément d'augmentation du risque de complications. Existe-t-il un risque de développer un diabète de type 2 après une grossesse avec un diabète gestationnel? Alors oui, malheureusement. Alors le plus souvent, après l'accouchement, les glycémies se normalisent. Mais effectivement, les dames qui ont eu un diabète gestationnel sont beaucoup plus à risque que les autres de développer dans les années à venir un diabète de type 2. Donc, il est recommandé de revoir, alors déjà, dans le postpartum immédiat, de faire un suivi glycémique au moins 48 heures après l'accouchement pour s'assurer que tout rentre dans l'ordre. Et puis, de voir les patientes. Donc, nous, on propose une consultation de surveillance 3 mois après l'accouchement, avec en général la prescription d'une nouvelle HPO, un nouveau test, dont les seuils sont différents après l'accouchement pendant la grossesse. Les valeurs de diagnostic pathologiques ne sont plus les mêmes, elles sont plus élevées en dehors de la grossesse que pendant la grossesse. Mais on propose de revoir les patientes à 3 mois et puis on recommande une surveillance annuelle de la glycémie à jeun par le médecin traitant dans les années à venir pour s'assurer de l'absence de l'apparition d'un diabète de type 2. Il y a un point qui est très important aussi, c'est le suivi pour les grossesses ultérieures. Donc au cours de cette consultation, 3 mois après l'accouchement, on explique aux patientes que ce serait bien de se revoir en cas de nouvelle grossesse, idéalement de programmer la grossesse après, de se voir même avant, ou en tout cas au tout début de la grossesse pour une prise en charge précoce. Y a-t-il des conseils à donner aux femmes enceintes pour réduire le risque de développer un diabète gestationnel? Oui, bien sûr. Alors déjà, un des conseils, c'est de dire aux patientes que si elles ont un des facteurs de risque dont on a parlé au début, c'est-à-dire plus de 35 ans, un IMC supérieur à 25 avant la grossesse, des antécédents de diabète gestationnel ou de gros bébés, du diabète de type 2 dans leur famille, chez leurs parents ou frères et sœurs. L'idée, c'est quand même d'en parler à son médecin et d'avoir un suivi précoce, en fait, en tout début de grossesse, parce que la prise en charge précoce peut éventuellement limiter les risques. Mais l'idéal, ce serait d'intervenir avant la grossesse, c'est-à-dire une programmation de la grossesse chez les femmes qui ont déjà eu un diabète gestationnel ou au minimum une consultation avec une diététicienne ou avec un diabétologue chez les patientes qui ont des facteurs de risque pour mettre en place un équilibre alimentaire, cette fameuse assiette équilibrée dont on a parlé, pour mettre en place un contrôle
du poids, une activité physique, ce qu'on ne va pas forcément faire lorsqu'on est enceinte et qu'on se dit finalement je suis enceinte et on n'a pas de risque particulier. On sait pas forcément, on se dit pas forcément c'est le moment de se mettre à faire de l'activité physique ou c'est le moment d'équilibrer son assiette. On va même parfois se dire je suis enceinte, je peux me faire plein de petits plaisirs. Donc effectivement, le diabète gestationnel, surtout si on a des facteurs de risque, eh bien avec une alimentation équilibrée et le maintien d'une activité physique régulière, ça peut être limité. Voilà, on peut prévenir. En tout cas, ça peut ne pas l'empêcher. On peut prévenir, en tout cas, l'importance du diabète gestationnel, limiter le risque de l'avoir, pas forcément l'éviter complètement si on a des prédispositions pour l'avoir. Mais l'idée, c'est que de toute façon, l'équilibre alimentaire, l'alimentation équilibrée, elle sera quand même favorable dans tous les cas pour la grossesse, parce que le bébé, en fait, il évolue dans l'environnement métabolique de sa maman. On parle même d'une prévention avant la grossesse, les mois qui précèdent la grossesse, se dire tiens, j'envisage une grossesse, je vais équilibrer mon alimentation, je vais essayer d'avoir une activité physique régulière. Ça aura un impact favorable sur la grossesse dans tous les cas. Et sur le risque de diabète gestationnel, c'est très important, c'est même primordial de travailler en amont, bien en amont de la grossesse et de donner à toutes les femmes finalement en âge d'avoir des enfants des conseils nutritionnels, des conseils d'activité physique pour limiter le risque de toutes les pathologies, mais notamment de diabète gestationnel pendant la grossesse. Il y avait un plan qui s'appelait les 1000 jours qui visait à travailler chez les femmes enceintes avant, pendant et autour de la grossesse. Et c'est très intéressant, de se dire que on peut agir déjà en amont, parce que finalement le fœtus, quand il évolue dans un environnement métabolique favorable avec une alimentation équilibrée, tout ça sera favorable à sa santé. Tout ça sera favorable à sa santé. Aujourd'hui, on parle d'épigénétique. C'est des modifications du code. C'est pas des modifications du code génétique, c'est des modifications de l'expression de certains gènes chez le fœtus et chez la maman, et qui sont liés à l'environnement métabolique, notamment à l'exposition à l'hyperglycémie maternelle pendant la grossesse. Donc, travailler en amont, diminuer les pics glycémiques chez les femmes en âge d'avoir des enfants et en amont de la grossesse et pendant la grossesse, ça peut potentiellement diminuer le risque de développer certaines maladies plus tard. Donc, il y a beaucoup de recherches sur le sujet, mais nous, on est persuadés, parce qu'il y a des données scientifiques qui le prouvent, que améliorer son équilibre alimentaire et son activité physique, ça aura un impact bénéfique sur la grossesse dans tous les cas, diabète gestationnel ou pas, mais diabète gestationnel encore plus. Après, il y a aussi la question des perturbateurs endocriniens, mais c'est un autre sujet. Limiter l'exposition à certains produits chimiques, là aussi, ça aura un bénéfice sur la santé maternelle et sur la santé du bébé. Donc, une prise en charge précoce, une prise en charge en amont, des conseils de santé généraux, c'est toujours intéressant. Mais je trouve que c'est une superbe conclusion. Merci Nathalie. De toute façon, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que même si c'est un peu compliqué d'apprendre qu'on a un diabète gestationnel, il faut se rapprocher de gens qui ont l'habitude de prendre en charge les patientes. Il faut se rapprocher des équipes. Il faut prendre dans la mesure du possible les choses en main, et vraiment il n'y a pas de fatalité. Avec une bonne prise en charge bienveillante et bien organisée, tous les risques sont diminués, et parfois même, alors j'ose à peine le dire, mais on en sourit parfois avec certaines patientes après l'accouchement. Le diabète gestationnel, la prise en charge leur permet après l'accouchement de modifier durablement leur mode d'alimentation, leur mode de vie, de prendre conscience du fait qu'avec une bonne alimentation, une activité physique, finalement, on se sent mieux. Et puis parfois, le diabète gestationnel d'une femme enceinte, il va avoir un impact favorable sur toute la famille, parce que ça va être
le papa qui va aussi modifier ses habitudes alimentaires, les grands frères, les grandes sœurs. Et finalement, une femme enceinte, c'est tout le pouvoir de la femme, peut, parce qu'elle aura modifié certaines choses, modifier aussi l'impact sur la santé de sa famille en général, grâce à des modifications qu'elle aura mises en œuvre par sa force et son courage tout au long de la grossesse. Donc, courage à toutes les femmes enceintes qui souffrent de diabète gestationnel. Leurs efforts sont pour elles, pour leur bébé, mais aussi pour leur famille. Et on est persuadé aujourd'hui qu'en modifiant cette alimentation, ce mode de vie, tout ça, on aura des bénéfices sur la santé de leur famille à court, moyen et long terme. Alors Julia, je te remercie sincèrement pour ce partage fort intéressant et qui a mis en lumière ce vaste sujet, le diabète gestationnel. Merci Nathalie, merci pour ton interview, merci pour ton implication et puis merci de m'avoir permis de parler de ce sujet très intéressant. Et j'espère que si les auditrices nous entendent, elles seront peut-être un peu plus rassurées et en tout cas un peu plus confiantes. L'idée, c'est vraiment de leur transmettre la confiance en elles et la confiance dans leur capacité à mettre en œuvre des changements et à obtenir des résultats durables pour leur santé, pour la santé de leur bébé et de leur famille. Au revoir à toutes et à tous et prenez bien soin de vous. Au revoir Nathalie, au revoir, merci beaucoup. Je te remercie pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, que tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager autour de toi, à t'abonner pour être averti du prochain épisode, à laisser 5 étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute. Tu as la possibilité aussi de me contacter, soit sur mon compte Instagram, soit par email que tu trouveras dans les notes du podcast. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Vivre le diabète à la recherche de l'équilibre. Prends bien soin de toi.